Et voilà, donc vous voyez bien la présentation actuellement? Oui, parfait. Donc, bienvenue à ce premier atelier participatif qui portera sur la biodiversité. Donc, on a une série de 5 ateliers dont celui-ci fait partie. Donc, un atelier par semaine pour les prochaines semaines. Ces ateliers participatifs-là sont en lien avec le plan directeur de l'eau. Donc, notion que je vais revenir là, dans quelques instants. D'abord, je me présenterai, Pierre-Marc Constantin. Je suis directeur des opérations et responsable du plan directeur de l'eau à l'organisme depuis 2016. Je suis biologiste de formation, diplômé de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de l'Institut national de la recherche scientifique à Québec. Puis, je suis dans le domaine de la gestion de l'eau depuis 8 ans. Avec moi, Alexandre Bérubé-Tellier, qui est chargé de projet et responsable de la liaison avec les acteurs du milieu riverain à l'organisme. Biologiste également de formation, diplômé de l'Université du Québec à Trois-Rivières et diplômé du programme de droit de l'Université Laval dans le domaine de la gestion de l'eau depuis maintenant 5 ans. On tient d'abord à vous remercier pour votre participation à cet atelier qui est dédié à la biodiversité. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'atelier fait suite, enfin je l'ai pas dit, mais l'atelier fait suite à la conférence du 5 août dernier qui portait sur une présentation de l'état de santé général des lacs du territoire. Puis cette série d'ateliers s'inscrit dans l'actuelle démarche de mise à jour du plan directeur de l'eau de la zone Loup-Yamachiche. Capable de le mettre en copie. Donc, un petit plan de présentation juste pour vous expliquer le déroulement de l'atelier. Je vais vous décrire brièvement, faire un résumé de la démarche de consultation qui est en cours dans le cadre de la mise à jour du plan directeur de l'eau. Ensuite, Alexandre va prendre la parole pour vous parler de la problématique liée à la biodiversité, donc notamment la perte d'habitat faunique, dégradation d'habitat faunique et floristique de façon générale. Va par la suite passer à vous exposer des pistes de solutions en fait. Vous détaillez les ateliers qui sont à venir pour les prochaines semaines. À la suite, on va passer à la période de réponse aux questions et d'échanges. Puis finalement, on va avoir un sondage à vous faire remplir en ligne via l'application. Donc, on va y revenir un peu plus tard. Pourquoi on fait un tel atelier? En fait, c'est dans le cadre de la démarche, comme je l'ai dit, de mise à jour du plan directeur de l'eau de la zone Loup-Yamachiche. La zone Loup-Yamachiche qui s'étend grosso modo sur le territoire de la MRC de Masquinongé. Donc, on part du lac Saint-Pierre au sud, puis on va jusqu'à mi-chemin à la municipalité de Saint-Alix-des-Monts. Ça touche municipalité Saint-Élie-Caxton, Saint-Boniface, etc. Donc, notre zone couvre 2 grands bassins versants, donc celui de la rivière du Loup, puis les bassins versants des rivières Petite Yamachiche qui est plus au sud et la rivière Yamachiche qui commence un peu plus au nord. Le plan directeur de l'eau, c'est un document, donc c'est un document où est rassemblé différentes informations qui nous permet de déterminer les problématiques sur le territoire au niveau des ressources en eau, qui comprend également un plan d'action. Mais c'est également une démarche, donc c'est une démarche qui est faite de façon itérative et en continu, et auquel sont conviés les différents acteurs de l'eau du territoire pour en fait l'élaborer et le mettre en œuvre. Le but est évidemment d'arriver à la fin de l'année, donc au début de l'année prochaine, avec un plan d'action qui va couvrir la période 2021-2026, donc un plan d'action sur 5 ans. Les actions qui sont inscrites dans le plan directeur de l'eau sont directives, donc sont assez générales pour l'ensemble des territoires, l'ensemble du territoire couvert par notre organisme, mais également des actions qui touchent une multitude d'acteurs de l'eau, dont les riverains, mais aussi les entreprises agricoles, les municipalités, etc. À ce moment, je tiens aussi à faire la distinction. Là, je sais que les termes peuvent paraître similaires. Un plan directeur de l'eau n'est pas un plan directeur de lac. Donc, le plan directeur de l'eau couvre, comme je dis, le territoire de l'organisme, qui couvre une superficie de 2196 km². Donc, on est vraiment à grande échelle. Les plans directeurs de lacs sont spécifiques à chacun des lacs. Si tel est le cas, là, donc si vous avez élaboré un plan directeur de lac ou si vous voulez en faire un ou il est possible que des plans directeurs de lac soient produits au cours des prochains mois. Donc, juste faire la distinction entre les deux.
Par exemple, dans le plan directeur de l'eau, dans le plan d'action, il y avait une action qui était de réaliser des plans directeurs de lacs pour les lacs habités du territoire. Donc, j'espère que ça vous permet de distinguer les deux notions. Pour la démarche en cours, donc, je l'ai dit un peu plus tôt, au mois d'août, on a fait un webinaire plus de type informatif, donc pour vous présenter l'état de santé général des lacs du territoire. C'était dans le cadre de la mise à jour des données scientifiques et techniques du plan directeur de l'eau. Le but est de partager les connaissances auprès des acteurs du territoire. Là, on est plus en période de consultation et de concertation des acteurs de l'eau, tant auprès des acteurs riverains, que, comme je l'ai dit, les acteurs du milieu agricole, forestier ou les municipalités. Donc, c'est dans ce cadre-là, dans cette étape-là, que s'inscrivent les ateliers autonaux, donc dans les prochaines semaines. Puis, bon, successivement, bon, on va arriver à l'élaboration d'un plan d'action pour notre territoire pour recouvrir la période 2021-2026. Donc, à ce stade, je laisserai la parole à Alexandre qui va vous parler des problématiques liées à la biodiversité. Donc, merci Pierre-Marc. Vous m'entendez bien, tout le monde? Super. Donc, je vais vous parler des problématiques liées à la biodiversité qu'on a pu observer sur notre territoire d'intervention. C'est principalement des problématiques qui vont être liées à la dégradation des habitats, soit fauniques ou floristiques. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, quand on veut préserver son lac face à la dégradation des habitats, c'est qu'il faut avoir quand même une vision large du territoire. C'est-à-dire que bon, on va vouloir bien entendu protéger la qualité de l'eau du lac, protéger les habitats qu'on va retrouver dans notre lac, mais il faut voir un peu plus loin. C'est-à-dire que les cours d'eau puis les milieux humides qui sont connectés à notre lac vont avoir une grande importance sur sa biodiversité. Premier exemple, là, assez simplet, notre lac a une super de belle qualité de l'eau. Par contre, son principal tributaire, lui, déverse des eaux de mauvaise qualité. C'est sûr qu'au bout de quelques années, la santé du lac va s'être détériorée. Même chose en ce qui a trait aux habitats fauniques. Les cours d'eau, les milieux humides vont procurer des habitats de qualité pour les organismes qui vont séjourner la majorité du temps dans notre lac. Donc, je vais prendre l'exemple de la truite mouchetée qui va revenir beaucoup ce soir. Donc, notre truite va passer la majorité de son cycle vital dans le lac. Par contre, à l'automne, on va vouloir remonter les tributaires pour aller frayer, pour trouver un fond rocailleux avec un bon débit d'eau, donc pour avoir une eau oxygénée, une eau assez fraîche pour pouvoir y pondre ses œufs. Si on a un lac en très bonne santé avec une belle qualité de l'eau, mais que les tributaires sont dégradés, que ce soit de par la qualité de l'eau ou des habitats, ben la truite mouchetée ne pourra pas compléter son cycle vital, puis les populations vont décliner. C'est un peu la même chose avec les rives puis les milieux terrestres proximaux du lac. En fait, ce qu'il faut comprendre dans un bassin versant, c'est que le lac va jouer un rôle de bassin de sédimentation. Dans le bassin versant, le lac, c'est un peu le trou le plus profond. Donc, tout ce qu'il y a à dégringoler, tout ce qu'il y a à se ramasser dans le fond, va le faire. C'est pourquoi les lacs sont aussi susceptibles et sensibles aux apports externes. Donc, quand on veut protéger la biodiversité, c'est bien important de avoir une vision de protéger le bassin versant du lac. Donc, je vous parle maintenant de certaines causes de dégradation de la biodiversité. Ici, on va vous faire compléter un sondage là, à la fin de l'atelier, puis vous allez justement avoir à choisir parmi ces causes de dégradation-là 3 causes parmi lesquelles vous pensez que vous avez le plus un rôle à jouer qu'un effet possiblement positif pour améliorer la situation. Donc, je vais vous laisser réfléchir à ça au courant de l'atelier. Donc, si on commence avec les espèces exotiques envahissantes, ben, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment déstabiliser les écosystèmes. C'est des espèces qui sont très compétitives, qui vont arriver dans un écosystème et qui vont combattre les espèces indigènes pour les mêmes niches écologiques, donc pour les mêmes ressources. Comme elles ont vraiment des avantages compétitifs, elles vont tasser nos espèces indigènes au détriment de la biodiversité. Pour ce qui est de l'eutrophisation,
ici vraiment son effet sur la qualité de l'eau, ben, ça va également jouer pour la biodiversité. On sait que dans les lacs qui subissent des processus d'eutrophisation avancés, l'oxygène dissous qu'on va retrouver dans l'eau va être en quantité beaucoup moins élevée. Donc, toutes nos espèces qui ont des exigences élevées en oxygène, comme nos salmonidés, la truite, tout l'a dit, risquent de disparaître au détriment d'espèces qui sont plus tolérantes aux perturbations. Pour ce qui est maintenant de la destruction des milieux humides, ben là, il faut voir ça comme une perte d'habitat diversifié. Donc, nos milieux humides qu'on va retrouver sur notre bassin versant, vont être des habitats de reproduction pour de nombreuses espèces. Autant pour les amphibiens, mais également pour plusieurs espèces de poissons qui font des frais hâtifs au printemps. C'est également des sites d'alimentation, des sites de reproduction et de protection aussi, principalement pour les jeunes poissons qui vont y trouver des abris parce qu'il y a beaucoup de plantes aquatiques. Donc, on peut voir ça un peu comme la pouponnière de notre bassin versant. C'est vraiment important de les protéger. Pour ce qui est maintenant de la sédimentation, tout d'abord, on sait que les apports sédimentaires vont profiter à l'eutrophisation. Donc, j'en ai déjà parlé, ça a un effet sur la biodiversité. Mais en plus de ça, les apports en sédiments vont également colmater les frayères. C'est-à-dire que les petits interstices qu'on va retrouver entre les roches dans les sites de frayères vont se combler avec des sédiments, puis les frayères seront plus utilisables pour les poissons. Donc, ils vont perdre un habitat de reproduction pour compléter leur cycle vital. Pour ce qui est maintenant des obstacles à la connectivité, là, il faut voir ça comme une perte de communication entre les différents habitats. Donc, des obstacles à la connectivité, ça peut être des barrages, des ouvrages de rétention, ça peut être des ponceaux qui se sont détériorés, qui remplissent plus leur fonction. Je reprends encore l'exemple de notre truite mouchetée qui est dans un lac qui doit aller se reproduire dans un tributaire 200 mètres en amont. On a malheureusement, on a fait passer une route entre justement ce tributaire-là et puis le lac. Le ponceau était bien installé il y a 10 ans, mais maintenant, il est dégradé, il est rempli. La truite, elle, même si elle est dans un lac avec une super belle qualité, elle n'a plus accès à son site de reproduction. Donc, la population va cracher un jour ou l'autre. Pour terminer, on a également la surexploitation, la mortalité routière et le dérangement. En fait, ça, c'est différents phénomènes qui vont appliquer des pressions directes sur les populations en diminuant leur effectif, donc en causant des mortalités. Puis le dérangement, c'est plutôt en apposant des stress sur la population. Donc, ça diminue les effectifs. Il va y avoir des conséquences négatives, bien entendu, à notre perte de biodiversité. On peut commencer par l'extinction des espèces indigènes qui représentent une perte de notre patrimoine naturel en tant que région. Cette perte de biodiversité-là, ce que ça crée aussi, c'est que ça va homogénéiser les écosystèmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une dominance de plus en plus accrue des espèces envahissantes, des espèces compétitives. Eux autres vont prendre la place. On peut penser justement à l'image sur la droite, à nos fossés routiers qu'on retrouve au sud du Québec, qui sont bourrés de phragmites. Il y a seulement une espèce floristique, donc le phragmite, et quelques espèces faunées qui se sont adaptées à la présence de cette plante-là. C'est des habitats très pauvres. Cette diminution-là de la biodiversité va également entraîner une diminution de la résilience face aux perturbations. C'est ce qu'on appelle une perte de bénéfices associée aux habitats diversifiés. Puis, je m'explique. Si on a un habitat avec une seule espèce dominante, comme notre phragmite, et qu'il y a un ravageur, une espèce ravageur qui arrive ou une maladie qui s'attaque à cette espèce-là, l'habitat est complètement dévasté. Alors que si on a un écosystème qui est diversifié avec une quinzaine d'espèces, dans le même ravageur qui arrive, peut s'attaquer à une espèce, 2 espèces, 3 espèces. Il va y avoir des pertes, mais les autres espèces vont réussir à s'accaparer des niches écologiques. Puis, l'habitat va quand même être résilient face à ces perturbations-là. Finalement, comme conséquence, bien entendu, on va avoir des pertes d'usage aussi du territoire. On peut penser justement à la disparition d'une espèce de poisson d'intérêt sportif dans un lac, on va perdre notre usage de pêche. Si on a l'introduction du mériophile api dans un lac qui fait des gros herbiers aquatiques super denses, on va perdre l'usage probablement de certaines activités nautiques, de la baignade notamment. Tout ça, ça produit des pertes au niveau des revenus touristiques puis des activités de villégiature de notre région.
Maintenant, bon, on vous a présenté quelques causes de dégradation. Je vais vous amener des grandes orientations avec plusieurs pistes de solutions au travers d'entre elles. Vous allez voir, ça va souvent être, on a un exemple ici, on va vous présenter des actions un peu plus concrètes. On va également vous présenter, ça peut être l'augmentation de la connaissance. Donc, est-ce que ça serait plus profitable de connaître davantage la situation avant d'aller agir, ou encore, est-ce qu'on pourrait passer par la sensibilisation, l'éducation? Donc, à la fin de l'atelier, encore là, vous allez avoir un sondage pour chacune des causes de perturbation, comme les espèces exotiques envahissantes. Vous allez avoir à choisir quelle est l'orientation que je vous ai présentée qui, selon vous, aurait un effet le plus bénéfique pour contrer cette cause de dégradation-là. Puis, lors de la période d'échange et des questions, vous allez pouvoir nous ajouter justement soit des orientations ou plutôt des actions plus concrètes. Ce qu'il faut penser par contre, c'est que c'est de ne pas apporter des pistes de solutions qui sont qui ciblent directement une problématique à votre lac. Là, aujourd'hui, on est vraiment milieu lacustre en général. Bien entendu, vous pouvez prendre votre lac en exemple, c'est plus facile, mais toujours passer quand même dans un aspect général. Puis si jamais vous avez justement des pistes de solutions ou quelque chose que vous voulez nous partager, je vous conseille de l'inscrire dans le chat au fur et à mesure de ma présentation. Comme ça, par la suite, on va vous laisser interagir selon l'ordre des interventions. Donc, je commence avec les espèces exotiques envahissantes. Ce qu'on a pu remarquer là, avec nos échanges avec les riverains de lac, c'est que les principales appréhensions vont se tourner vers les plantes aquatiques exotiques envahissantes. C'est ce que je vous présente ici. Donc, différentes orientations qu'on a trouvées peut-être pour sans dire solutionner, mais pour améliorer la situation. Ben, la première, ça serait d'encadrer les accès au lac. Il y a différentes pistes de solutions, dont la réglementation municipale qui pourrait imposer des lavages obligatoires en accès au lac. On pourrait également instaurer des postes de lavage aux différents accès publics pour les lacs, ou encore des panneaux de sensibilisation qui viennent un peu expliquer aux gens les conséquences des espèces envahissantes, puis aussi donner certains protocoles pour faire soit le nettoyage ou des examens visuels des embarcations avant de les mettre sur les lacs. On pourrait plutôt passer par l'augmentation de la connaissance. Donc, on pourrait dire qu'il faudrait faire davantage de suivi des plantes aquatiques dans les lacs pour constater, voir s'il y a des espèces envahissantes. La même chose pour les espèces exotiques envahissantes en général, c'est-à-dire, oui, les plantes aquatiques, mais également les organismes microscopiques ainsi que les poissons qui pourraient être introduits. On pourrait plutôt passer par la sensibilisation et l'éducation. Donc, on a de nombreux modes de communication de nos jours pour justement faire passer le message aux utilisateurs, notamment des publications sur les réseaux sociaux. On a des guides du nouveau résident qui sont quand même un outil fort intéressant là, pour les associations de lacs, des infolettes. Après ça, on peut passer aussi par des activités un petit peu plus interactives comme des ateliers éducatifs, ou encore des formations sur l'identification des plantes ou des autres organismes envahissants. Pour ce qui est de l'eutrophisation et son effet sur la qualité de l'eau, on peut y aller d'actions concrètes, bien entendu, pour essayer de prévenir à la source, donc limiter les apports sédimentaires, limiter les apports en phosphore. Là, ça serait des actions, notamment de faire le suivi d'entretien et le changement aux besoins des installations septiques alentour des lacs. Ça serait aussi de veiller à ce que nos bandes riveraines soient de bonne qualité, puis de faire de la plantation aux besoins. On pourrait plutôt passer par une augmentation de la connaissance, donc faire des suivis de la qualité de l'eau des lacs de façon récurrente, possiblement en ajoutant des paramètres pour mieux comprendre les dynamiques, puis faire des suivis des symptômes d'eutrophisation des lacs. Finalement, on pourrait passer plutôt par une orientation qui valorise la sensibilisation, l'éducation, donc encore là en passant par les différents modes de communication que j'ai présentés lors de la dernière diapo. En ce qui a trait à la destruction des milieux humides, on pourrait commencer par augmenter la connaissance. Donc, dans ce cas-ci, ça serait d'identifier
de délimiter et de cartographier tous nos milieux humides sur notre territoire pour par la suite avoir un développement qui est plus sensé. On pourrait plutôt y aller par la sensibilisation, l'éducation, encore là en utilisant les mêmes modes de communication, puis ajouter peut-être la valorisation, c'est-à-dire des visites dans les milieux humides pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour leur faire découvrir vraiment ces milieux-là qui sont riches, qui sont importants pour justement tous les autres écosystèmes. Puis, on pourrait également y aller davantage par une protection qui est accrue, donc protéger les milieux humides de manière concrète, soit par des plans de conservation privés ou volontaires, en faisant du développement du territoire de manière durable et peut-être en adoptant des modes de conservation légaux également. En ce qui a trait à la sensibilisation, une des orientations, ça pourrait être d'adapter la gestion du réseau routier. Donc, on pourrait faire de l'entretien durable des fossés, des ponceaux. Quand je parle de l'entretien des fossés, ça pourrait être la technique là, du tiers inférieur dans laquelle on vient seulement gratter le fond du fossé pour laisser les deux côtés végétalisés. Comme ça, il y a moins de sédiments qui se rendent à nos plans d'eau. Limiter l'usage des abrasifs, des sels-de-voirie, des abats-poussières pour justement limiter le ruissellement de ces substances-là jusqu'à nos lacs ou à nos puits. Puis, adopter des limites de vitesse adaptées. Justement peut-être pour contrer l'effet des abats-poussières. Donc, aller moins vite, pas avoir besoin de mettre de l'abats-poussière à certains endroits. On pourrait plutôt privilégier la protection des bandes riveraines, donc en y allant avec une application accrue de la réglementation, peut-être possiblement plus de gens qui sont sur le territoire justement pour regarder la qualité puis valider justement la réglementation, ou plutôt y aller avec des projets de plantation, donc planter des arbres dans les endroits où la bande riveraine est dégradée pour augmenter sa qualité. Encore là, on pourrait aussi plutôt passer par l'augmentation des connaissances en identifiant les différentes zones sensibles, en identifiant par exemple les frayères dans les différents cours d'eau, puis les sites de sédimentation. Donc par la suite, on saurait davantage où et comment agir. Maintenant, ce qui a trait à la perte de connectivité. Encore là, il y a l'augmentation de la connaissance qui est possible. Dans ce cas-ci, ça serait de faire le suivi de l'état des ponceaux et des ouvrages de rétention, donc savoir leur état, savoir exactement également leur localisation. On pourrait adapter la gestion du réseau routier en faisant davantage d'entretien et de changement des ponceaux qui sont défectueux. Y aller plutôt avec des actions concrètes pour la connectivité, donc la rétablir en faisant des aménagements phoniques, en faisant des mises aux normes aussi des ponceaux, qui est un petit peu là, une piste de solution qui va également rejoindre la gestion du réseau routier. Puis, on pourrait poursuivre la sensibilisation, l'éducation. Connectivité écologique, c'est encore un terme qui est quand même nouveau dans le domaine, donc je pense que c'est peut-être justement une façon de faire connaître la problématique, le phénomène aux utilisateurs. Je termine avec la surexploitation, la mortalité routière et le dérangement. En fait, c'est trois problématiques qu'on a groupées parce que ils vont causer de la mortalité chez les populations. C'est principalement ça la pression qu'ils vont faire. Donc, on a choisi deux orientations là, qui sont davantage en amont du problème, soit la sensibilisation et l'augmentation de la connaissance. Si on pense à la sensibilisation, l'éducation, encore là, on peut passer par nos différents modes de communication dont j'ai déjà parlé. On peut également ajouter des pêches éducatives pour les jeunes, des panneaux de sensibilisation. Je prends l'exemple du secteur du Parc national de la Mauricie, là où on a installé des panneaux pour la tortue des bois. Bien, ça vient permettre aux gens de comprendre pourquoi il y a des limitations de vitesse, ça vient sensibiliser à la présence d'une espèce faunique vulnérable. On pourrait plutôt passer par l'augmentation des connaissances. Fait que là, ça serait réaliser des inventaires ichthyologiques, donc de population de poissons, pour avoir vraiment un suivi plus régulier des populations. Ou alors, on pourrait faire également de l'identification, de la cartographie, des zones sensibles, des milieux écologiques sensibles. Donc, vraiment là où il serait important de protéger pour avoir des gains qui sont valables au point de vue de la biodiversité. Donc, ça fait le tour déjà de ce que j'avais
à vous dire pour ce qui est de la partie informatique. Quelques secondes pour vous parler des ateliers à venir. La semaine prochaine, on va se parler des apports sédimentaires. Donc, on va notamment parler d'érosion, de gestion des pluies. Par la suite, en fin octobre, on va parler du phosphore, donc installation septique, engrais, etc. Début novembre, ça va plutôt être les rives et le littoral. Donc, on va parler beaucoup de bandes riveraines. On va également parler de l'effet des vagues sur les rives, donc de la navigation. Puis, on termine ça le 11 novembre avec des problématiques non abordées. On est tout ouvert à des suggestions. Là. On pense déjà peut-être parler des coliformes fécaux, des pesticides et autres sujets d'intérêt. Donc, ça va être maintenant le moment des échanges, des questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens là, je regarde dans le chat, je ne vois pas qu'il y a des interventions jusqu'à présent. Si vous voulez intervenir, là, je vous laisse peut-être quelques instants pour nous écrire des pistes de solutions ou peu importe ce que vous voulez intervenir. Normand Fournier. Oui. On parle pour la truite qui remonte en automne. On a nous, au Lac-Long, on a déjà pensé à regarder pour faire des frayères. Mais est-ce qu'il y a moi, je dirais ça, pour nous montrer à faire une frayère, puis où il faut la faire, tout ça, est-ce qu'il y a des dépliants, est-ce qu'il y a de la documentation là-dessus? Oui, il y a quand même beaucoup de documentation qui est accessible pour le public. Si je ne me trompe pas, c'est la Fondation de la Faune là, qui a créé un document complet pour justement guider les gens pour faire aménager des frayères. C'est sûr que rendu là aussi, c'est un projet souvent qui va nécessiter qu'un biologiste vous épaule pour justement voir à quels endroits aménager la frayère, des choses comme ça, des conseils. Mais oui, il y a de l'information. Je pourrais vous l'envoyer, là, M. Fournier, le document que je parle. Mais il y en a plusieurs quand même. Là, il y a plusieurs types d'aménagements. Il y a certains que c'est seulement pour augmenter le débit. Il y en a d'autres que bon, c'est d'ajouter du gravier pour s'il n'y a pas de gravier aux endroits où on pense en faire. Mais bien entendu, ça, c'est des interventions dans un cours d'eau. Donc, c'est quand même, ça nécessite des autorisations préalables au ministère, bien entendu. OK. C'est nous qui appellent au ministère ou si on fait affaire avec vous? Ou... Ben, c'est sûr on pourrait vous épauler là, pour une demande comme ça, voir c'est quoi les démarches préalables, puis voir quel rôle on pourrait jouer là-dedans. C'est bien. Par curiosité, peut-être que vous l'avez dit, je l'ai manqué, mais on parle de quelle espèce, la truite, mais... Ben, nous, habituellement, on met de la truite mouchetée. On ensemence au mois de mai, mais elle reste pas beaucoup. On ne sait pas où qu'elle s'en va. OK. Savez-vous, M. Fournier, s'il y a d'autres espèces j'imagine qu'il doit y avoir d'autres espèces de poissons dans le lac-Long? Y a-tu de l'achigan? Oui, il y a de l'achigan. C'est ça. Après ça, des fois, il faut évaluer, voir, parce qu'il y a des espèces qui sont compétitives pour l'ombre de fontaine. Fait que des fois, c'est sûr que l'ensemencement, ça va être plus être du dépôt-retrait qu'on appelle, là, on en met un nombre X, sachant que elle ne durera pas longtemps. En tout cas, bref, c'est une question qui mérite d'être réfléchie assez longuement quand même. Il faut bien évaluer la situation. On a beaucoup de crapets de roche aussi. OK. Je vais aller dans le chat pour les questions. Donc, il y a M. Claude Leclerc là, qui mentionne le terme le abat poussière. Je ne sais pas si vous allez intervenir. Est-ce que vous voulez une définition ou vous voulez discuter de ce sujet-là? Oui, je me demandais qu'est-ce que voulait dire exactement l'abat poussière. Quel est l'impact qu'on mentionnait?
Donc, ben, la poussière, c'est un produit qui va être apposé sur les chemins gravelés pour empêcher de la poussière, en fait, que la poussière relève. Souvent, ça va être, si je me trompe pas, là, des chlorides de sodium ou des chlorides de magnésium. C'est les principaux produits qui sont utilisés. Et puis, ces produits-là, bon, souvent vont être solubles avec l'eau. Donc, ils sont bons, vont garder la poussière en place. Par contre, vont percoler dans le sol, puis peuvent se ramasser soit dans votre lac ou dans votre puits. Puis, on a vu que ça pouvait faire augmenter la conductivité spécifique d'un lac. Donc, ça, c'est quand on mesure un peu le nombre de minéraux qu'il y a dans la concentration de minéraux dans un échantillon d'eau. Donc, ça peut avoir c'est appliqué avec parcimonie, bien entendu. Donc, ce qu'on recommande toujours, c'est plutôt d'adapter notre vitesse pour avoir à ajouter un produit de plus sur nos routes. Déjà qu'on sait que les routes gravelées, ben, ça provoque beaucoup d'apports pour un lac. OK, ben merci. Je vais rester dans le chat. Il y a Diane, je crois qu'elle me l'a envoyé en privé, mais quand même, je pense que c'est une question générale. Les milieux humides sont une pouponnière, mais est-ce qu'ils contribuent aussi à la dégradation de la qualité de l'eau du lac lorsqu'ils alimentent le lac, considérant qu'il y a aussi beaucoup d'eau stagnante? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. En fait, c'est sûr que dans les milieux humides, souvent, on va avoir de la matière organique en décomposition. Donc, l'eau qui va provenir des milieux humides va être chargée en nutriments. Donc, c'est sûr que ça va profiter à l'enrichissement du lac de cette manière-là. Fait que ça profite à son vieillissement. C'est d'une manière naturelle, mais quelquefois, c'est la source principale pour un lac. Donc, il faut voir ça d'une certaine manière. Il y a des solutions aussi qu'on peut toujours adopter, comme des petits bassins de sédimentation. Si on voit que notre tributaire principal, qui proviendrait d'un milieu humide, est la source principale de nos apports en phosphore ou en azote. C'est des solutions qu'on peut adopter. Mais oui, c'est un bon point. Je pense que justement au lac à la pêche, là, vous avez un milieu humide au nord de du bassin. Puis c'est sûr que ça vient jouer une dynamique. Puis un milieu humide, c'est souvent probablement un lac, mais qui est en fin de vie. Donc un lac qui termine son processus d'eutrophisation. Donc oui, c'est sûr que ça va profiter pour les apports en nutriments. Je sais pas si Diane, ça répondait à ta question. Merci, ok, oui, parfait. Il y avait Louis Lemay là, qui nous demandait de revenir sur les impacts qu'ont les abats poussières posés sur les routes entourant les lacs. Je crois que Alexandre en a quand même fait un peu le tour. Sinon, ben, il y a toujours l'atelier de la semaine prochaine, je crois, qui est sur la sédimentation. Donc, cette thématique-là pourrait être approfondie, je pense, que pendant cet atelier. Exact. On voulait en parler un petit peu de manière plus spécifique, que ce soit à bas poussière, celle de voirie, puis abrasif. Là. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc, s'il y en a qui veulent intervenir à l'oral, juste à lever la main ou parler. Monsieur Normand Fournier. J'avais une autre question. On parle d'abrasif sur la route. Nous, on a sur la ceinture du lac, là, sur le côté de la route, en fait, qui est asphaltée. Ça arrive qu'il y a du calcium. On prend des marches souvent. Puis cette année, on en a vu. Et puis, on a averti la ville. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour ça? C'est une bonne question parce que, bon, cette partie-là de la route, j'imagine que c'est géré par la municipalité de Saint-Élie, c'est bien ça? Oui.
Ben c'est ça, c'est de continuer à faire des recommandations, leur demander soit de faire le nettoyage le plus rapidement au printemps ou de s'assurer qu'il y ait des fossés routiers qui recueillent justement là les eaux qui proviennent de l'asphalte, parce qu'au final, s'il y a d'épandage d'abrasifs ou peu importe des sels de voirie, puis que ça coule vers le lac, ben ça va profiter au lac. Donc, c'est ça, c'est de continuer à faire des appels à la municipalité. C'était pour ça, justement, c'était une de nos pistes d'orientation, là, de conscientiser les municipalités à y aller avec des usages, comment on peut dire ça, adaptés de ces produits d'entretien-là. On le sait que c'est nécessaire l'hiver, mais y a-t-il des endroits où ça pourrait être adapté, puis on pourrait en mettre moins, ou justement penser à des différentes solutions. Dans le temps où je travaillais au lac Saint-Charles à Québec, c'est des réservoirs d'eau potable pour la ville de Québec. Et puis, la ville a adopté des écoroutes pour ces coins-là. Donc, il y avait de l'épandage. Je crois que c'était uniquement de l'abrasif, puis c'était beaucoup moins. Donc, c'était une solution pour réduire les apports. Donc, est-ce que ça pourrait être une solution pour la route des lacs? C'est possible. C'est sûr que c'est une route sinueuse en milieu forestier, mais si les gens adaptent leur comportement, leur vitesse, je pense que ça pourrait être possible. Merci. Oui, Pierre? Pour faire du pouce sur ce que M. Fournier a dit, c'est qu'on a fait pour le lac Long une analyse de toutes les zones de ruissellement, des sels de voirie, des sables, des abrasifs, etc. Ils ont un portrait complet à la municipalité, et puis par où ça coule, puis etc. pour chaque endroit du lac. Et puis ils ont été avisés ensuite aussi au printemps de ramasser, comme disait Alexandre, le plus tôt possible les sables qui sont sur le bord pendant que la neige fond, puis pour pas que ça aille tout dans le lac. Alors, tout ça, ils le savent, c'est documenté en termes techniques d'organismes de bassin versant. On appelle ça une problématique caractérisée. Ce qui manque pour que ça se fasse, c'est une pression formelle des associations de lacs, exigeant que ce soit pris en compte, parce que c'est pas des choses inconnues, là, sont connues. Pour ce qui est de notre lac, le lac Long, tout est clair là-dessus. Et pour l'ensemble de la municipalité, j'ai tout fait faire des analyses. Ce qui manque, c'est une pression des associations de lacs, de préférence en regroupement d'associations de lacs, pour que ça fasse plus pesant et que les gens tiennent le bout, parce que il y en va de la qualité de nos plans d'eau là-dessus. Mais c'est quelque chose de connu. Moi, ça fait depuis 2008 que je pousse sur eux autres, mais je pousse comme individu, OK? Parce que moi, j'ai pas de pouvoir, là. Je peux pas aller les voir comme président de l'association, comme président d'OBV, puis je suis pas président de l'association du Lac-Long. Depuis que je le suis plus, j'ai pas de pouvoir de pression. Mais comme président de l'association, à chaque année, j'allais leur pousser dans le dos là-dessus. Il y avait des petits gestes qui se faisaient, mais sans pression, il se fait plus rien parce qu'ils font juste gérer des urgences, puis le problème devient un parmi d'autres, puis on passe de personnel pour le traiter. Merci, Pierre, pour le complément d'information. Mais évidemment, oui, que ça prend évidemment des regroupements là, de riverains. Parce que quand on est tout seul à pousser un dossier, c'est plus difficile, mais quand les gens se regroupent, c'est plus facile là, d'avoir une pression politique, si on veut, auprès des municipalités. C'est pour ça que dans notre plan d'action, au départ, il y avait la création ou soutenir les riverains dans la création d'associations de lacs. Le but étant de donner un peu ce pouvoir-là aux riverains de lac, ou cette influence, si on veut, auprès des décideurs. Mais évidemment, c'est pas des dossiers faciles à régler. Je retourne dans le chat. Il y a Michel Lacerte là, qui, je pense que c'est un commentaire, là, mais comme quoi la poussière ne favorise pas le contrôle de l'érosion. On remarque les endroits où il y a de la poussière, il y a moins d'érosion. Je ne sais pas si vous pouvez intervenir à l'oral là-dessus, sur ce commentaire.
Sinon, vous pouvez toujours participer, comme on le disait, là, à l'atelier sur la sédimentation qui va vous toucher peut-être un peu plus tout ce qui est érosion éolienne, puis érosion due au roulement là, des voitures sur les chemins non carrossables. En termes de biodiversité habitophonique, plantes exotiques envahissantes, est-ce que vous avez des commentaires ou des questions par rapport à ce sujet? Je sais que les plantes exotiques envahissantes, c'est quelque chose qui revient souvent en termes de préoccupation auprès des riverains. Non? Madame Guylaine Toutant, je ne sais pas si vous vouliez intervenir. Et Monsieur Claude Leclerc. Oui, bonjour, bonsoir, monsieur. Je voulais savoir au sujet des plantes envahissantes. Est-ce que ça peut être une piste de solution? Un apport, exemple, un puits d'eau, un puits d'oxygène. Est-ce que ça change les plantes? Est-ce que les plantes peuvent être. Est-ce que l'apport en oxygène peut être un élément qui va diminuer les plantes envahissantes? Alors, ben, en fait, les systèmes pour oxygéner les lacs, c'est souvent utilisé ça peut être utilisé pour contrer justement la baisse d'oxygène dissoute qu'on va retrouver suite à l'eutrophisation. Monsieur Leclerc, je pense qu'il a perdu la connexion. Je ne sais pas s'il va nous revenir. Bref, pour continuer là-dessus, d'oxygéner un lac, ça ne changera pas nécessairement sa composition en plantes aquatiques. Puis de l'oxygéner pour essayer de contrer un phénomène d'eutrophisation aussi. On peut voir que c'est assez mitigé pour les étangs. Pour les petits étangs très peu profonds, un système d'aération peut être une solution pour oxygéner toute la colonne d'eau, mais pour les lacs de plus forte taille, il semble que c'est pas nécessairement une solution, que ce soit la fontaine qui va oxygéner plus en surface ou les systèmes de bulleurs qu'on appelle, qui sont plus installés dans le fond des lacs. Mais pour ce qui est de l'effet sur les plantes aquatiques, là, moi, à ma connaissance, il y a pas d'effet par rapport à ça. Puis, de toute façon, la plante, elle, en tant que telle, c'est elle qui fournit l'oxygène. Elle va plutôt prendre du CO2. Donc, qu'il y ait plus d'oxygène, ça ne dérangera pas vraiment. Donc, non, il n'y a pas d'effet à ce que je sache. OK, merci. Intéressant. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui voudraient commenter ou qui auraient une question? Madame Josée Bélanger. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, est-ce qu'il existe une liste je dirais, des bonnes pratiques comme riverains qu'on pourrait utiliser pour faire de la sensibilisation, de l'éducation, comme par exemple, je me souviens qu'à une autre rencontre, vous aviez parlé, par exemple, que les résidents devraient faire attention au nombre de lavages de lessive qui est fait à l'intérieur d'une journée, les plantes qu'on peut utiliser au niveau des bandes riveraines, tout ça. Est-ce qu'il y a une liste qui existe qu'on peut utiliser? Il y a beaucoup, à mélanger, il y a beaucoup d'informations différentes qu'on peut retrouver un peu partout, mais je pense qu'il y a certaines associations de lacs qui ont créé justement des guides des nouveaux résidents. Je pense notamment au lac Long, qui ont quand même beaucoup de ressources là sur leur site Internet. Puis, c'est déjà vraiment un bon point de départ. Par la suite, c'est ça, c'est d'aller, on peut fouiller sur Internet, il y a énormément d'informations. Après ça, de tout retrouver cette information-là au même endroit, c'est assez difficile. Mais comme je vous dis, des guides du nouveau résident, c'est une introduction sur à peu près tous les sujets qui touchent de près ou de loin les bons comportements pour un lac. Donc, c'est là où je pourrais vous aiguiller pour commencer votre recherche. Merci.
Et j'ajouterais à ce que vient de dire Alexandre, effectivement, sur le site du Laclon, il y a tout un volet, le guide du riverain, où il y a une initiation complète au bon comportement du riverain. Et pour ce qui est des plantes, vous demandez un site. Le meilleur site actuellement est encore banderiveraine.com. Alors, vous avez dedans, sur ce site-là, un moteur de recherche. Alors, vous vous dites, je veux une plante qui a 2-3 pieds de haut, dépendant du type de sol, du type d'ensoleillement, de la pente, etc. Puis vous faites cliquer, puis ça vous donne toutes les plantes qui correspondent aux critères de votre recherche. Mais il y en a à peu près 600 de recensés. Ils sont toutes classées fonction des types de sol, des usages, et puis les usages là, autant floristiques que vont attirer la nature, les oiseaux, et ci et ça. Bon, alors c'est tout là dans le riveraine.com. Oui, merci Pierre. Puis je pense que sur le même site web, il y a un guide aussi pour comment planter, donc à quelle période, avec quel instrument, à quelle profondeur, etc. Selon différentes situations, les pentes des rives, etc. Donc c'est quand même assez complet là, comme site web. Il y a un guide téléchargeable aussi de tout ça. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un commentaire ou une question? On a encore un peu de temps. Sinon, comme j'ai dit, il y a toujours possibilité là, de participer aux autres ateliers qui vont être un peu plus spécifiques. Soit sédimentation, phosphore, intégrité des rives et du littoral. Donc, on va reparler de bande riveraine assurément. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, pas d'autres questions, on procéderait tout de suite au sondage. On vous expliquerait les questions une à une. Puis ensuite, ben, on va faire apparaître le sondage dans votre écran. Vous aurez un 10 minutes pour le compléter. Puis, de toute façon, on est toujours là pour répondre aux questions à la fin du sondage ou à tout moment. Donc, je ne sais pas si ça vous convient. D'autres questions, on va poursuivre. Donc, je vais juste repartager mon écran. Voilà, donc Alexandre, je te laisse la parole pour le sondage. Oui, c'est bon. Donc, pendant que Pierre-Marc s'occupe de vous rendre le sondage disponible, je vais vous expliquer un petit peu les différentes questions. Donc, principalement, la numéro 1, c'est de savoir quel usage vous souhaiteriez pour votre lac. L'usage principal, l'usage, je sais que probablement il y en a plusieurs qui vous touchent, mais celle qui vous associe le plus à votre lac. Donc, ça nous permet un peu de voir justement vos visées par rapport, vos visées personnelles par rapport à la protection et aux usages de votre lac. Par la suite, la question 2, ça va être justement là, parmi les causes de dégradation que je vous ai énumérées, ça va être de choisir les 3 parmi celles-ci que vous pensez que vous avez le plus grand contrôle en tant que riverain. Donc, de par des actions que vous pouvez faire, c'est lesquelles de ces 3 causes de dégradation-là là, que vous pouvez, sans dire stopper, mais au moins améliorer ou contrer d'une certaine manière. Après ça, on va tomber des questions qui sont sensiblement les mêmes. On va passer chacune des causes de dégradation à la fois, puis on vous présente les orientations là, que je vous ai expliquées. Puis c'est simplement de choisir quelle orientation vous pensez qui est à privilégier pour, encore là, peut-être pas nécessairement régler complètement le problème, mais pour pousser un peu de l'avant des bonnes actions, puis tenter de diminuer justement ces problématiques-là. Fait que de 3 à 7 ou 8, je pense que c'est les mêmes questions. Puis la dernière, c'est simple, c'est simplement de nous expliquer, de nous mentionner de quel lac vous êtes, si vous êtes riverain de lac et il est situé dans quelle municipalité. Donc, on vous laisse un petit 10 minutes là, pour remplir le sondage. On vous remercie. Ce sera pas long, je vais le mettre. Donc, il devrait apparaître là, en principe à votre droite, sous la barre de chat, si elle est déjà ouverte. S'il n'y a rien d'ouvert, elle va apparaître à votre droite. C'est bon, je crois que c'est apparu. Parfait. On vous laisse un 10 minutes pour répondre. On peut toujours répondre à des questions en attendant aussi.
Je tiens à spécifier ici qu'on est toujours ouvert aux commentaires. Donc, par rapport à l'atelier qu'on fait ce soir, évidemment, c'est jamais évident là, à distance de faire des ateliers plus participatifs. Donc, on fait des essais, dont le sondage là, que vous voyez actuellement. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît ou si vous avez des commentaires ou des améliorations à apporter pour les prochains ateliers, on est toujours ouvert. Il y aurait Louis Lemay qui ne verrait pas le sondage. Théoriquement, il devrait avoir apparu à votre droite. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, c'est pas Louis Lemay, c'est sa femme, Carmen, premièrement, parce que Louis n'est pas ici ce soir. Mais non, je ne vois toujours pas le sondage. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont ce problème-là. Carmen, ce que vous pouvez peut-être essayer de faire, c'est en bas à droite de votre écran, il y a c'est marqué participants puis chat. Est-ce que vous voyez ça? Oui, je le vois. Il y a 3 petits points à côté, justement, sur la droite de chat. Là. Puis si vous cliquez dessus, vous allez voir soit sondage ou note. OK. Tentez de cliquer sur sondage, voir si ça apparaît pas. C'est fait. C'est beau, merci. Merci, Alexandre. En attendant que vous remplissiez le sondage, vous allez voir aussi, je ne sais pas si vous allez participer à une ou plusieurs autres ateliers. Vous allez voir que des fois, il y a certains concepts qui se rattachent ou qui s'entrecroisent. Évidemment, quand on parle de gestion de l'eau, surtout à l'échelle de bassin versant, tout est en tout. Donc, même si on parle de dégradation deptophonique, mais c'est pour ça qu'on a parlé d'eutrophisation. Donc, c'est un concept qui revient souvent. Donc, vous allez voir qu'il y a peut-être des termes ou des problématiques qui reviennent plus qu'une fois, mais comme je dis, c'est parce que tout est interrelié là, ensemble. Exactement, Pierre-Marc. C'est pour ça qu'on n'a pas fait un atelier spécifique à l'eutrophisation, parce que ça touche à beaucoup trop de choses, puis on aurait manqué de temps, là, je pense, là, en seulement 2 heures. Je tiens aussi à revenir là, sur le fait que l'enregistrement vidéo va être rendu disponible éventuellement là, dans les prochains jours. Donc, on le téléverse sur YouTube, puis on envoie le lien via notre infolettre auprès des riverains où on passe aussi par les différentes associations de lacs. Donc, on diffuse là, la vidéo un peu partout. Puis les résultats de tous les ateliers là, qu'on va réaliser, il va y avoir un compte rendu de tout ça à la fin qui va vous être partagé encore une fois. Dont les résultats du sondage, en fait, aussi. En même temps, tout ce qui est commentaires, discussions qu'on a. Donc, on fait un compte rendu de tout ça, puis on partage à tous les participants.
vous reste encore 3 minutes 50 pour répondre au sondage. On voit qu'il y a déjà 13 personnes sur 19 là, qui l'ont complété. Pierre-Marc, ton micro est désactivé. Ça commence. T'entendais. Tu m'entendais l'autre part. Ouais. Dans le fond, oui, je voulais juste revenir sur le commentaire là, de Diane dans le chat. Donc, salue là, cette formule en temps de pandémie, qui aurait aimé plus de participants. Donc, évidemment, nous, on essaie de promouvoir ces ateliers-là via nos différents réseaux sociaux, mais l'information est aussi distribuée là, via les associations de lacs, puis via directement aux riverains qui sont inscrits à notre infolettre. Puis, comme suggestion, là, peut-être de ramener, quand on parle d'action, là, des cas concrets qui ont été faits sur le territoire, si possible, puis peut-être ailleurs, pour avoir quelque chose de plus concret. Donc, on pourra s'ajuster là-dessus, évidemment. Donc, il reste 45 secondes au sondage. Je vois que la majorité des gens ont terminé. Si jamais vous n'avez pas le temps de terminer, c'est pas grave, les réponses que vous avez inscrites vont rester en sauvegarde. Puis il sera toujours possible de nous contacter par courriel ou par téléphone pour nous discuter là, de l'enjeu spécifique à la biodiversité. Donc je vais laisser les quelques secondes restantes s'écouler. Mais sinon, là, en attendant, si on regarde vite vite, là, je ne passerai pas toutes les questions. Mais à la première question, quel usage qui est visé là, pour votre lac là, de façon personnelle? Ce qui revient souvent, c'est la baignade en plus grande proportion. Ensuite, la navigation sportive. Puis il y a quelques personnes là, qui ont pas répondu. Ensuite, juste une deuxième question, là, parmi les causes de dégradation, là, parmi les causes de dégradation qu'Alexandre vous a présentées, pour lesquelles vous pensez avoir le plus de contrôle, au niveau plus d'impact positif ou négatif. Hein. Donc, ce qui est ressorti, évidemment, là, sans grande surprise, c'était l'eutrophisation en premier rang. Ensuite, suivi des espèces exotiques envahissantes, tant en termes de contrôle ou de limiter la propagation de ces espèces-là. Puis ensuite vient la destruction des milieux humides, puis la sédimentation. Donc, vous voyez, là, c'est le genre de réponse qu'on a à partir de ce sondage-là. Le but, c'est d'avoir des données qui sont plus quantitatives. Donc, c'est évidemment, on a tous vos commentaires, mais on a des chiffres
Donc, c'est un peu plus concret pour nous. Puis ensuite, pour faire un compte-rendu, on va pouvoir présenter ça de façon quantitative, si on veut. Parfait. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, d'autres questions. Sinon, ça met fin à l'atelier. Donc, comme je l'ai dit, puis comme Alexandre l'a présenté un peu plus tôt, il y a d'autres ateliers qui s'en viennent. Vous allez recevoir des rappels de façon hebdomadaire, soit par courriel ou via notre page Facebook. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à rejoindre ou aimer notre page Facebook, donc qui est quand même très interactive. Donc, juste sur Facebook, c'est OBV des Rivières-du-Loup et Yamachiche. Puis, Alexandre va faire des rappels là, pour les prochains ateliers. Comme je disais un peu plus tôt, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par courriel, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions plus spécifiques. Merci Pierre-Marc. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Puis simplement pour vous mentionner que si vous voulez recevoir personnellement des courriels pour les invitations aux ateliers, simplement à m'écrire à mon courriel de l'OBV. Donc, c'est alexandre@obv-grec.ca et je vais vous ajouter à ma liste d'envoi. Donc, en espérant vous voir la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci, bonne fin de soirée. Tout le monde. Merci. Au revoir, merci. À la prochaine. Merci. Très intéressant.